Je crois que le désir, il était du côté de provoquer une inquiétude des évidences. C'est-à-dire l'idée, c'est quand même de ne jamais se sentir tout à fait à l'aise avec ses propres certitudes, parce que c'est une conviction assez ancrée en moi. L'idée, c'est que la philosophie n'est pas une entreprise de fondation, mais de déstabilisation des évidences. Donc, je vais plutôt chercher du côté de la rupture, si vous voulez. C'est-à-dire, philosopher, ce n'est pas fonder au sens où il faudrait rendre les évidences encore plus évidentes, mais déboussoler, problématiser et au fond libérer la pensée. Dans le cas du livre sur lequel vous m'interrogez, donc à propos de la honte, c'était, je crois, l'idée de remettre en cause le thème selon lequel la honte serait nécessairement une passion triste, inutile, vaine, nocive, quelque chose dont on devrait se débarrasser nécessairement pour pouvoir enfin respirer, être pleinement émancipé, être fier de soi, de son parcours, de son histoire et évacuer, si vous voulez, complètement cette blessure, alors qu'on entende bien, évidemment, la honte. La honte est cela, est cela aussi. C'est-à-dire que elle est ce poison de l'âme, elle est cet acide qui dissout la confiance en soi et peut même rendre toute joie impossible. Elle est ce terrible repli sur soi, quelque chose qui peut nous miner de l'intérieur, mais elle n'est pas que cela. C'est pas seulement ça, pas seulement ça, ou alors on ne pourrait pas comprendre qu'on puisse, je veux dire de manière négative, hein, intuitivement, ça se comprend, on ne comprendrait pas qu'on puisse parler de comportement éhonté, d'individus sans vergogne. Quand on dit ça, c'est bien qu'on affirme que la honte détient aussi une certaine positivité. Et c'est cette positivité que Marx avait repérée quand il écrit dans cette lettre, la honte est un sentiment révolutionnaire. Et aussi, cette deuxième référence, elle a été précieuse pour moi aussi quand Deleuze mentionne dans l'entrée, je crois c'est l'entrée résistance et non pas résidence de l'abécédaire, quand Deleuze donc nous dit aucune œuvre d'art n'a jamais été produite, aucune grande pensée n'a été formée qui n'ait eu comme racine une certaine honte, ce qu'il appelle lui la honte d'être un homme, et c'est le mystère, l'énigme en tout cas de cette certaine honte que j'ai voulu explorer. Ce qui m'intéresserait, c'est de retenir deux ou trois choses, disons trois choses. D'abord, l'idée que, je reprends mon expression, que cette certaine honte dont parle Marx, Deleuze, mais aussi Primo Levi d'ailleurs, c'est-à-dire la honte qui me prend, me saisit à la gorge au spectacle des injustices du monde, au spectacle de l'ignominie sans limite de certains dirigeants, grands patrons, etc. Ou même à l'annonce de certains salaires, de certains bonus, etc. Ça me saisit à la gorge. Et cette honte-là, première idée, elle est un marqueur, un marqueur affectif de notre, j'allais dire, de notre solidarité. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai honte devant des injustices qui par ailleurs ne me concernent pas directement, ce n'est pas moi qui suis visé, mais en même temps, si j'ai honte, c'est que je ne peux pas ne pas m'en sentir solidaire. Vous voyez, c'est-à-dire la honte comme sentiment d'une impossible indifférence. C'est-à-dire ces abus, cette iniquité, ça me fait quelque chose, quoi. Donc ça, ce serait la première idée. C'est un marqueur affectif de ma solidarité avec ce qui se passe. Deuxièmement, si on analyse cette honte un peu plus de l'intérieur, on sent bien, mais même dans la manière dont j'essayais de dire les choses, c'est qu'elle me fait bouillir, cette honte au spectacle des injustices. Et d'ailleurs, Primo Levi, puisque j'évoquais son nom, il écrit à propos d'elle, elle est une rage impuissante. Et dans l'idée de rage impuissante, on a bien l'idée à la fois d'une colère, je devrais faire quelque chose et je ne peux pas, c'est même pas que j'y arrive pas, ou j'y arrive pas, ou je ne peux pas, je sens mon impuissance, alors j'ai honte. Avec l'idée que le rouge de la honte à ce moment-là est aussi celui de la colère. Je vais prendre un exemple peut-être
plus coloré, justement, en tout cas presque une anecdote, c'est James Baldwin qui découvre à Paris les photos terribles de Dorothy Combs Scoggins en Caroline du Nord, cette jeune fille noire de 15 ans qui se rend très digne, la tête haute, à l'université. Elle est la première jeune fille de couleur à rentrer à l'université et elle est environnée par une espèce de meute terrible de jeunes blancs racistes, hilars, cruels, et donc elle poursuit son chemin au milieu des injures, des crachats, et on a des photos tout à fait saisissantes de ça. Et Baldwin voit ces photos, il est lui à Paris, et il écrit « Et j'ai eu honte, j'aurais dû être là-bas, à ses côtés ». C'est vraiment une colère, et une colère liée à l'impuissance. Et troisième idée, c'est que cette honte-là, elle fonctionne en même temps à l'imagination. Elle fonctionne, c'est peut-être la troisième idée, une idée assez importante pour moi, c'est de faire valoir que certains affects, Rousseau l'avait dit de la pitié, mais je le dis de la honte, fonctionnent à l'imagination, mais pas l'imagination comme puissance esthétique qui me fait inventer des formes incroyables, imaginer des scénarios captivants ou délirants, etc., mais l'imagination comme capacité éthique de décentrement. C'est-à-dire, je me mets à la place de l'autre. C'est ça l'imagination aussi. Quelqu'un se fait humilier devant moi et j'ai honte pour lui. Et ça, cette dimension de l'imagination au cœur de la honte, c'est important. Donc, vous voyez, c'est ça, marqueur de solidarité, colère, imagination. Ce serait trois idées importantes pour moi. Paris est là, c'est un pari à la fois simple dans sa formulation et sans doute plus compliqué dans son exécution. L'idée première, c'est de ne pas laisser la psychologie confisquer le sens de la honte. Encore une fois, la honte, tristesse, elle existe évidemment, et elle est terrible. Et elle fait des ravages atroces, et c'est le résultat. Alors, ça peut être le résultat de handicap, de traumatisme, d'histoires compliquées, mais aussi de mécanismes sociaux, d'infériorisation, de discrimination, de stigmatisation, rabaissement, etc. Et donc, je me sens nul, on me fait sentir que je ne suis pas à ma place, je me trouve un peu décalé, je suis réduit à un cliché, je ne sais pas comment m'en sortir, je suis méprisé, et évidemment, ça fait de la tristesse. Et cette honte-là, qu'on peut appeler la honte sociale, si vous voulez, elle est ce qui me fait obéir. Et je veux dire, la honte, c'est de la fabrique d'obéissance. La honte sociale, c'est une formidable et terrible fabrique d'obéissance parce que cette colère, cette rage dont je parlais, elle se retourne contre moi. Et au fond, la honte, c'est une forme de mépris de soi-même. Je me méprise et au fond, voilà. Et la honte, en ce sens, elle est conservatrice, c'est-à-dire qu'elle est, voilà, elle contraint dans la tristesse chacun à reproduire le système. Et la psychologie nous promet de nous délivrer de cette honte, tristesse. Mais à côté, il y a cette honte qui est la honte colère, qui est la honte explosive, qui est la honte dynamite, ce que vous appelez le sens politique de la honte, c'est-à-dire là, une honte au contraire qui me fait désobéir, qui m'oblige aux ruptures, c'est-à-dire qui m'empêche d'accepter l'intolérable. Et cette réappropriation, puisque vous parlez de réappropriation du sens politique, eh ben, elle se fait par un apprivoisement des puissances généreuses de la colère comme appel à la justice. C'est-à-dire une colère que je ne retourne plus contre moi, mais que j'adresse au monde. Et au fond, voilà, je reprends Deleuze pour finir dans l'entrée résistance de l'abécédaire que j'avais cité en commençant. Il nous dit, au fond, la honte, mais comme honte politique, elle joue comme un appel à libérer la vie. Et c'est pour ça que c'est à l'origine de l'art ou de la pensée, c'est-à-dire libérer la vie et dilater son expérience.
Et donc, il s'agit de se rendre sensible aussi à une certaine modalité du faire honte, parce que j'ai essayé avec vous de distinguer deux grandes formes de honte, il y en a sans doute d'autres, mais enfin celle qui m'intéresse, c'est l'opposition entre la honte tristesse et la honte colère, mais il y a aussi deux modalités du faire honte. C'est-à-dire, il y a un faire honte qui est quand même, on peut juger assez dangereux politiquement, qui est une manière de clouer au pilori, dénoncer un bouc émissaire, et j'allais dire crier avec la meute, ou enfin, shame on you, etc. Et il y a un autre faire honte que reconnaît Deleuze et d'autres, qui est plus exigeant, plus vertical, et en ce sens, on peut dire, on doit dire que qu'est-ce que c'est que l'art? L'art, c'est ce qui fait honte à la vulgarité, à la facilité. Et qu'est-ce que c'est que la philosophie, sinon ce qui fait honte à la bêtise? Et encore une fois, derrière ça, je crois qu'il y a, quand on dit libérer la vie, c'est finalement toujours cet appel à l'imagination comme capacité de décentrement. Je reviens là-dessus simplement pour dire que si j'ai beaucoup aimé à un moment la formule d'Hannah Arendt qui dit la banalité du mal, au fond, c'est l'absence de pensée, je dirais aujourd'hui que la banalité du mal dans notre monde actuel, c'est l'absence d'imagination.